Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver après ces quelques mois d'absence. Nous sommes ici au Musée de l'Image, nous allons parler de l'exposition Plein la Vue. Je vous souhaite une très bonne année 2024, c'est parti. Je retrouve donc Jennifer Heim, bonjour. Bonjour. Vous êtes commissaire de cette exposition Plein la Vue, une exposition qui porte bien son nom parce que par le passé, c'est des techniques qui en ont mis plein la vue aux gens au siècle dernier. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'on trouve ici ? Alors c'est une exposition qui propose aux visiteurs de partir à la découverte en quelque sorte de jeux et d'illusions d'optique qui ont été édités par les imageries populaires au XVIIIe et XIXe siècle. Alors c'est un angle d'approche très particulier. En fait, on s'intéresse aux productions de ce qu'on appelle les arts trompeurs. C'est une expression qui naît au XVIIe siècle et qui depuis a servi en fait à désigner tous les artefacts, toutes les productions qui servaient à donner l'illusion, à faire rêver, à émerveiller. En fait, toutes les productions avant l'invention du cinéma à la fin du 19e siècle. Et la spécificité de l'exposition, c'est qu'on s'intéresse à ces arts trompeurs par le prisme des productions d'imagerie populaire. Donc là, on a toutes sortes de dispositifs autour de nous. Alors, on utilisait toutes sortes de techniques finalement et on déployait des trésors d'inventivité, c'est ça, pour réaliser ces choses-là ? Oui, en fait, l'exposition s'intéresse à la manière dont les imageries populaires se sont emparées de principes optiques qui étaient parfois très anciens. Certains remontent à la période de la Renaissance, par exemple, ou au contraire très récents, qui leur étaient contemporains au 19e siècle, au tout début du 20e siècle, pour en fait les rendre accessibles au plus grand nombre et en fait proposer des versions papier de ces jeux optiques qui du coup étaient conçus pour divertir et vraiment remplir de joie tous ceux qui les utilisaient et vraiment émerveiller. Il y a vraiment cette notion d'émerveillement qu'on veut transmettre en fait au travers de l'exposition. L'idée étant de demander en fait entre guillemets aux visiteurs de presque faire un petit effort de s'affranchir de toutes les technologies modernes qui nous entourent parce qu'aujourd'hui pour nous époustoufler il faut y aller. C'est ça, ouais. Et de retrouver en quelque sorte le charme et la poésie de jeux d'optique qui aujourd'hui peuvent nous paraître simples mais qui à l'époque étaient absolument fascinants et complètement sidérants. Alors dans quel cadre on pouvait les retrouver ? C'était sur papier, c'était destiné à qui finalement ? Alors les imageries, elles ont vraiment popularisé certains jeux optiques grâce au papier qui effectivement était vendu très bon marché. C'est ce qui a permis justement leur diffusion et leur popularisation. Alors on se trouve ici dans une salle consacrée aux vues d'optique qui ont été réalisées au XVIIIe siècle et elles ont cette particularité qu'elles s'adressaient aussi bien aux populations les plus aisées, puisque les plus aisés pouvaient disposer d'un appareil d'optique pour regarder ces vues-là, et puis les catégories les plus modestes pouvaient aussi s'émerveiller de ces vues qui du coup donnaient à voir en fait des perspectives très profondes. C'est un peu l'ancêtre de la réalité augmentée quasiment. Enfin vraiment on est aux prémices. Et du coup en fait grâce aux montreurs d'optique, c'était des colporteurs qui en fait allaient de place de village en place de village avec leur fameuse boîte d'optique et qui donnaient à voir ces divertissements optiques là. Justement, j'allais vous demander, est-ce que ça a servi d'inspiration à ce qu'on connaît aujourd'hui ? Est-ce que c'était un petit peu les prémices de ces choses-là ? Oui, on se trouve effectivement aux prémices en fait de ce qui va aboutir notamment au cinéma, qui est vraiment l'invention incroyable qui va finalement lier des tas d'inventions qui existaient par ailleurs pour finalement les sublimer dans une invention absolument incroyable. Donc là, on touche vraiment, oui, effectivement, aux prémices. Merci Jennifer Heim, on se retrouve dans un instant. Aujourd'hui encore, on peut s'amuser à créer l'illusion, notamment par le biais de la photographie. C'est ce que proposait le MUDAC à ses visiteurs il y a quelques années, où les gens pouvaient recréer un tableau célèbre. Je vous propose de regarder tout de suite et on se retrouve juste après.
Interpeller le public, titiller son imagination, l'inciter à fréquenter les musées et autres lieux de culture. Une idée qui a germé durant le premier confinement sous la forme d'un défi. Celui d'entrer par la petite porte de l'histoire de l'art, en devenant notamment, le temps de quelques clichés, le personnage d'un tableau. C'était le cas ce samedi au musée départemental d'art ancien et contemporain des Vosges à Épinal, autour de l'une des œuvres maîtresses du peintre lorrain Georges de la Tour, Job, raillé par sa femme. Le musée a vraiment souhaité maintenir un lien avec ses publics et nous avons notamment participé à une initiative nationale et même internationale de défi qui a été lancée à tous les musées du monde, invitant les publics de ces musées à complètement s'approprier les œuvres du musée et à devenir œuvres presque. En fait, ça fait très longtemps qu'il est dans nos réserves. On l'a reçu par legs au 19e siècle. Mais quand il nous est parvenu, il était dans un état déplorable. Il était très 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 encrassé et notamment on ne voyait pas du tout la partie inférieure du tableau. Passé l'explication de texte pour s'imprégner du sujet, Marie-Lucie a donc pris part à cette séance photo d'un genre un peu particulier. Mais que ne ferait-on pas pour l'être aimé, surtout si c'est son anniversaire et que c'est lui qui en a fait la demande. Je suis complètement déguisée, ça me fait plaisir. Non, ça a l'air sympa. On va bien rigoler. J'avais été assez marqué par le tableau et donc quand j'ai entendu parler de l'animation et qu'on avait prévu de venir sur Épinal aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait faire d'une pierre deux coups, que c'était l'occasion. Et du coup, vous avez embarqué votre ami dans l'aventure. Ouais. Moi, je n'ai pas trop laissé le choix, mais... Ce défi a fait précédemment l'objet d'autres volets réalisés par de jeunes spinaliens, notamment sous forme de courtes vidéos et d'expositions. Cette fois, il s'agissait, sans pour autant rivaliser avec l'original, de rester original. Et pour cela, 2 petites retouches seront nécessaires. Surtout sur tout ce qui est éclairage, donc je vais assombrir certains endroits, rééclaircir certains endroits. Pour la bougie, comme on ne peut pas utiliser une vraie bougie dans le musée, je vais utiliser une fausse bougie, une bougie LED, mais sur laquelle je vais réincruster une vraie flamme de bougie au montage après. Autre famille, autre cliché, prenez la pause. La bougie un tout petit peu plus basse encore. On avait déjà vu les enfants le faire, donc on s'est dit pourquoi pas faire la même chose nous aussi. Moi j'ai trouvé que l'idée était très sympa. Parfait. Je peux donner de ma personne, ma haute musculature, je peux la montrer, ça me pose aucun problème. Voilà, là c'est déjà beaucoup mieux. Ah oui, c'est vraiment cassé là. Autant de souvenirs d'une expérience peu commune qu'il va maintenant falloir valoriser et partager. C'est obligé. Il veut la mettre dans le salon déjà, donc... apparemment. Je suis pas sûre que j'assume vraiment. Mais... Et finalement, vous aurez un Georges de la Tour chez vous. Exactement, chez nous, dans notre salle. C'est beau ça. Des clichés que les modèles pourront retirer à l'accueil du musée dès le 17 janvier prochain. C'est bon ? Ouais. Yeah. Merci, monsieur. Bon, c'est pas évident de tenir la position là. Je rappelle que le MUDAC a fermé ses portes pour 2 ans, mais en attendant, on n'est pas en reste. Ici, notamment au Musée de l'Image, il y a de belles choses à voir, notamment cette exposition Plein la Vue qui se termine dans 2 jours. Donc vraiment l'occasion de jeter un dernier coup d'œil à toutes ces technologies qui faisaient illusion d'optique. Et là, notamment, vous voulez nous faire découvrir le Zograscope, qui est assez emblématique ici. Oui, c'est un appareil qui fait partie d'une des sections majeures de l'exposition. C'est un appareil qui se compose d'une lentille biconvexe et d'un miroir et qui permet en fait à l'observateur de regarder ce qu'on appelle des vues d'optique. Donc ce sont des planches représentant des sujets topographiques, des vues de villes, des paysages, des intérieurs de palais, d'églises, etc. Et lorsque l'observateur en fait plonge son regard à travers la lentille, eh bien, il voit il a une impression en fait de perspective étirée. Vraiment un effet de la lentille qui est biconvexe qui provoque cet effet-là. Et l'idée du coup est de faire en fait de donner l'impression d'une vue quasiment en relief, en profondeur. C'est comme de la 3D finalement. On est vraiment les prémices de la 3D. On est aux prémices de la 3 dimensions complètement, voire de la réalité augmentée. Là, on est vraiment au tout début, et c'est extrêmement touchant de voir que, de s'imaginer en fait les générations passées au 18e et
19e siècle vraiment s'émerveiller face à ces vues et à cet effet qui était complètement inédit pour l'époque. Alors au tout départ, cet instrument était utilisé par curiosité. On regardait des planches de dessin. Quand on s'est rendu compte qu'il y avait cet effet de perspective, on s'est mis à en fabriquer, à faire des dessins spécialement conçus pour ça. Hein. Oui, ce qui est étonnant, c'est que l'appareil précède, l'invention de l'appareil précède l'invention des planches qui sont conçues pour. Au départ, on regardait simplement ce qu'on appelait des perspective view, des vues de paysages, notamment en Angleterre. Et puis la mode s'est répandue dans toute l'Europe et notamment à Paris. Les ateliers d'imprimerie de la rue Saint-Jacques, qui sont les plus connus, se sont fait une spécialité et c'est eux qui ont forgé ce terme de vue d'optique et qui ont créé en fait, entre autres ateliers en Europe, qui ont créé en fait des séries de planches avec une forte perspective pour être regardées du coup à travers ces appareils. Et donc nous nous retrouvons à l'étage pour découvrir un autre dispositif qui vaut également le coup d'œil. Alors qu'est-ce que vous allez nous montrer là ? Alors là, nous allons découvrir un spectacle qui est tout à fait étonnant, qui est complètement tombé dans l'oubli aujourd'hui et qui s'appelait les Feux Pyrrhiques. Alors à l'époque, c'était un spectacle en fait qui faisait complètement partie intégrante des pièces de théâtre d'ombre qu'on donnait au XVIIIe siècle, également au XIXe. En fait, le principe consistait à faire passer derrière des sortes d'écrans de papier qui étaient perforés, soit des spirales, soit des rouleaux bariolés de différentes couleurs qui eux-mêmes étaient rétroéclairés. Ce qui fait que l'observateur, se trouvant de l'autre côté, voyait à travers en fait les trous qui sont ménagés, à travers les perforations, comme un miroitement de lumière, un scintillement qui faisait penser notamment à des joyaux et à des pierres précieuses. Donc c'était absolument fascinant pour l'époque. Et puis c'est très joli en plus. Hein. C'est très très joli et très rapidement en fait des versions miniaturisées à usage domestique en fait ont été créées notamment par les imageries de Metz, d'Hambourg et Gangel pour les nommer. Et c'est ce qu'on présente en fait au sein de l'exposition et c'est un ensemble qui est complètement inédit, qui n'avait jamais été montré en fait au grand public et qui n'avait jamais été étudié non plus. Et puisqu'on parle d'illusions d'optique, les spinaliens en connaissent certaines plutôt bien, c'est les devinettes d'Épinal qui sont présentées également ici et qui rentrent finalement aussi dans ce domaine-là, quelque part. Oui, les devinettes d'Épinal peuvent être complètement envisagées en fait comme des illusions d'optique à proprement parler. En fait, elles appartiennent au domaine de ce qu'on appelle les images doubles, autrement dit les images ambiguës, au sein desquelles en fait on trouvait différents éléments dissimulés, cachés et qu'on ne voit pas à première vue. Alors, tout le monde connaît les images, les devinettes d'Épinal qui apparaissent à la fin du 19e siècle et qui durent jusque dans les années 1920. Mais en réalité, ce n'est pas Pellerin à Épinal qui est l'inventeur en fait de ce principe-là. Il est l'héritier en réalité d'une très longue tradition qui remonte à la Renaissance et qui consistait à créer des œuvres et d'y dissimuler en fait des sens cachés qui n'étaient pas accessibles à tout un chacun. Il fallait faire un effort, parfois une sorte de mouvement cérébral en fait, pour pouvoir accéder à ces différents sens. Et puis au fil du temps, ça s'est démocratisé, popularisé, jusqu'à devenir en fait une source de pur divertissement avec les devinettes d'Épinal. Donc une expo finalement très intéressante, très, très interactive, qui a attiré beaucoup de monde là, sur toute cette période. Oui, l'exposition a connu un très beau succès, on est très heureux. Elle a attiré pas moins de 15 000 personnes et l'exposition n'est pas encore terminée puisqu'il reste quelques jours. C'est vraiment un des grands succès de ces 10 dernières années. Je pense que ce qui a plu, c'est vraiment le côté très interactif de l'exposition, puisque les visiteurs, aussi bien les petits comme les plus grands, en fait, peuvent s'émerveiller devant des effets en fait en direct. Il y a une vraie interactivité, ils peuvent manipuler des objets, ils peuvent vraiment glisser leur regard dans des appareils d'optique. Donc il y a une vraie interaction. Très bien, merci Jennifer Heim. Vous l'avez compris, ça vaut le coup d'œil, donc ça dure encore 2 jours, ça vaut le coup de venir. On se retrouve dans un instant. En attendant, je voulais préciser que le musée de l'image, c'est aussi une exposition permanente dont on va parler dans un instant avec votre collègue. Également l'atelier Jean-Paul Marchal qui présente des animations en ce moment même de cartes de vœux. On était allé filmer ça l'année dernière. Je vous propose de regarder ce reportage tiré de nos archives.
On les avait un peu perdus de vue avec les mails, les textos et les réseaux sociaux. Le musée de l'image remet les cartes de vœux au goût du jour. Direction l'atelier Jean-Paul Marchal dans l'ancienne conciergerie de l'imagerie à Épinal, où l'on vous propose pendant les vacances de Noël de concevoir, de décorer et d'imprimer vos propres cartes à l'ancienne avec le matériel de Jean-Paul Marchal, des outils de toutes sortes et l'ancienne imagier en avait beaucoup, souvent inconnus du grand public. Alors oui, là on a autour de nous tous les objets qui ont appartenu à un monsieur qui a choisi de ne pas garder ces objets-là dans sa famille pour toujours. Il voulait que ces outils, son matériel, puissent être utilisés par plein de gens. Et comme ça, nous on a le droit de jouer avec. C'est sympa quand même. On se sent un peu bête parfois parce que je vous avoue qu'on a trouvé des objets dont on ne connaît pas l'usage. Donc c'est aussi un gros travail au sein du musée de l'image pour tous les agents qui ne sont pas des techniciens maîtres de la gravure et de la typographie, de découvrir les us et coutumes, usages de tous ces petits objets-là et d'expérimenter ces vacances avec le public qui parfois, on l'admet, en sauront peut-être plus que nous. Et là, vous allez pouvoir être la première à ancrer la lanterne. Françoise, elle, curieuse de nature, est venue découvrir cet atelier de création. Intervenante bénévole dans un EHPAD à Épinal, elle souhaite le reproduire avec ses moyens pour les résidents qui, eux, n'enverront pas leurs vœux par texto. Les résidents, on ne va pas leur demander de faire des vœux par Internet, ça c'est pas du tout leur style. Et en plus, quand ils le reçoivent, ils veulent recevoir le papier, ils veulent l'accrocher dans leur chambre, donc non, ça se fait. Quand ça se fait par Internet, ça peut arriver. On imprime toujours systématiquement la carte qu'on a reçue par Internet et ils l'accrochent dans leur chambre. Cet atelier en tout cas est ouvert à tous pendant les vacances, les mardis, mercredis et jeudis après-midi, en accès libre, en continu et sans réservation. Tout le matériel est donc sur place, vous n'aurez à apporter que votre créativité. Une animation qui est d'ailleurs en cours aujourd'hui dans cet atelier Jean-Paul Marchal. Je suis cette fois avec Corentin Dupont, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de communication ici au musée de l'image et justement puisqu'on en parle, cet atelier est juste à côté et fait partie vraiment intégrante aussi de cette vie du musée de l'image. Toute l'année, il y a des choses qui se passent. Oui, ça fait partie des choses qu'on propose au niveau du musée. L'atelier Jean-Paul Marchal, il propose des actions de sensibilisation à l'art et à la culture de manière générale, à la typographie bien entendu en particulier. Donc en ce moment, par exemple avec l'atelier carte de vœux, mais on propose toute l'année de la sensibilisation ou de l'initiation à la typographie et aussi de manière ludique des escape games qui sont proposés de manière régulière à l'atelier Jean-Paul Marchal. Alors on a largement parlé de l'exposition Plein la Vue qui est d'ailleurs superbe et qui se finit bientôt, mais il faut savoir aussi qu'il y a une exposition permanente ici au musée de l'image dans laquelle on se trouve actuellement et qui toute l'année présente un petit peu l'histoire de l'image finalement. Oui, elle retrace finalement l'évolution de l'image populaire, parce qu'on parle souvent de l'image d'Épinal, mais là on présente l'ensemble des centres imagiers qu'il y a eu dans l'histoire en France. Alors on peut citer Nancy, on peut citer Metz, mais il y en a eu aussi en Europe, et donc on retrace l'évolution de ce qui est vraiment le premier support d'information et de communication, qui est l'image populaire. Alors combien de visiteurs chaque année ici au musée de l'image ? Alors pour l'année 2023, on a eu 24 000 visiteurs, ce qui est une statistique très encourageante. Donc ils viennent visiter à la fois les expositions temporaires que l'on peut proposer aux visiteurs toute l'année et puis donc l'exposition permanente. Donc puisqu'on parle d'exposition temporaire, je rebondis, on sait que celle-ci va se terminer. Qu'est-ce qui nous attend pour l'année à venir ? 2024 s'annonce de nouveau riche au musée de l'image puisque comme chaque année nous allons proposer 2 expositions temporaires. La prochaine arrive à la fin février, à partir du 23 février. Elle s'intitulera Icônes, les images fantasmées. Et puis elle va interroger le visiteur sur l'évolution du statut d'icône dans le temps, dans l'histoire. Alors quand on parle d'icônes, on peut penser aux icônes religieuses qui sont la première interprétation. Mais ce terme icône, il a évolué avec le temps et on est passé aussi avec des figures militaires, politiques, culturelles ou même sportives. Et donc on interrogera l'évolution de ce statut d'iconisation des premières gravures aux réseaux sociaux. Donc on y retrouvera bien sûr des images populaires, mais on y retrouvera des photographies et des coupures de magazines ou autres produits dérivés. Donc encore beaucoup de choses à découvrir. Et donc ça se terminera quand ? Ça se terminera le 22 septembre. Et pour conclure sur ce sujet, on pourra retrouver ces icônes à travers quelques grandes figures. On peut en citer quelques-unes rapidement. On peut citer Marilyn Monroe ou Napoléon ou Diego Maradona. Donc c'est un échantillon très large. Donc rendez-vous est donné. Merci Corentin d'avoir répondu à nos questions. Nous on se retrouve la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis.